Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que... Alors, nous sommes ce mardi 24 mars, 18 heures. Donc, je vous avais donné rendez-vous à un horaire inhabituel, puisqu'on avait fait une habituelle. En 2 fois, on n'a pas pris des super habitudes, mais on avait fait les autres fois 11h midi. Je vais me décaler un petit peu si l'image est mieux. Et dites-moi si le son est bon. Salut Pauline. Bonjour Pauline, dis-moi si le son est bon, je vois tes commentaires, donc déjà c'est bien. Si vous m'entendez, on m'avait dit que la dernière fois le son était un peu faible. Donc, et puis bon, toi Pauline, je te fais confiance sur le son. C'est ton rayon, donc j'en dis pas plus, mais si tu me dis que c'est ok, je touche à rien. Parfait. Euh, on va voir si nos amis québécois, canadiens se connectent. C'est un petit peu pour eux, j'avais décalé l'horaire. Et puis dites-moi si vous préférez le créneau du matin ou si on garde ce créneau-là ou un petit peu plus tôt. Je ne sais pas. Avec le confinement, on a des repères différents parce que les personnels qui travaillent ont plutôt... ceux qui sont réquisitionnés entre guillemets sont plutôt, salut Isabelle, sont plutôt avec des horaires, des amplitudes horaires grandes. Et puis nous qui sommes confinés, je dirais, on a plus de latitude. Mais a-t-on finalement autant de latitude? Et c'est un point, tiens, en attendant que tout le monde se connecte, j'ai envie d'aborder un petit peu avec vous. Une amie m'a fait passer l'agenda pas de la quarantaine, l'agenda du confinement. Et c'est une vidéo qui vient d'Italie qui est absolument savoureuse, où en fait la personne, bonjour Sylvia, ravi que tu nous rejoignes, salut, salut. Et où dans cette vidéo, en fait, la personne en confinement reçoit un appel d'un ami qui lui dit, tiens, et puis il lui dit, mais est-ce qu'on peut se faire un petit FaceTime? Et il regarde son agenda et en fait c'est génial parce qu'entre le yoga, le flash mob sur le balcon, l'apéro virtuel, le dîner sur Skype, un petit peu de télétravail au milieu, puis le cours de yoga, puis la Zumba en direct, le concert de je sais plus quel artiste, la contribution, etc. Et en fait il reporte et il est pris pour les 3, 4, 5 semaines et donc il se donne rendez-vous à la fin du monde. C'est un peu la chute du truc. Mais j'avais trouvé ça sympa parce que, et c'était l'objet de mon premier live samedi où je vous disais, on a cet appel à aller vers notre intériorité, peut-être à ralentir. Bonsoir Doris. Et oui, mais est-ce que parfois on ne le fuit pas? Moi, je me suis posé la question parce que je me suis vu ces derniers jours aller chercher des informations dont j'avais pas forcément besoin, aller faire des choses, finalement reprendre une to-do list, alors que l'élan premier n'était pas celui-là. Il était de pouvoir, bonjour Else, il était de pouvoir au contraire ralentir, pouvoir se donner plus de temps pour faire des choses plus en profondeur et aller justement plus vers soi. Salut Pascal, salut Katia. Et dites-moi si pour vous c'est un petit peu pareil ou si je suis seul à vivre ça, mais j'ai l'impression que finalement ce temps de confinement imposé, contraint, que j'ai plutôt accueilli. Alors, ouais, je vous avais partagé que ça avait réveillé en moi le questionnement de la liberté, de mon libre arbitre, ma liberté de mouvement. Et ensuite, dimanche, je vous avais partagé que j'avais pu pacifier tout ça et transformer finalement cette énergie, voire la colère qu'il y avait dessous, voire même la rébellion, et le transformer le pacifier et aller sur beaucoup plus de compassion. Et et qui n'empêchait pas d'avoir une énergie forte, salut Benoît, une énergie forte, puissante, mais qui n'était pas mue par la colère, la frustration, etc. Donc ça, c'est des choses qui opéraient, mais
Mais au-delà de ça, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de fuite dans nos journées? Et la fuite de quoi? La fuite de nous-mêmes, la fuite de rester assis, la fuite de vraiment rien faire. Posez-vous la question, qu'est-ce que c'est rien faire? Je ne sais pas si vous l'avez fait. Moi, c'est une expérience que j'ai fait dans une retraite. Et lors d'une retraite, il y avait un jour lazy, donc lazy, feignant, où on ne fait rien. Et très franchement, je trouvais ça un peu foutage de gueule, passez-moi l'expression, parce que tu payes une retraite où tu vas te lever à 6 heures du matin pour méditer, machin, tout ça, être avec toi-même. Et au milieu, on te dit, ben, ce jour-là, c'est lazy, il n'y a rien, quoi, il n'y a pas de programme, quoi. Et alors, c'est génial avec du recul, mais tu te dis, mais c'est foutage de gueule, quoi. L'organisateur, ce jour-là, il n'avait pas envie, quoi. Et puis non. Et là, j'ai été amené à me poser la question, mais qu'est-ce que c'est réellement rien faire? Et qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Et là, immédiatement, la veille au soir, je m'étais dit, ben, puisque demain, c'est jour off, sans rien, ben, je vais faire ça, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir enfin écrire, je vais pouvoir faire ça. Mais tout ça, c'est faire, c'est du, je dois, il faut, j'aimerais. Et du coup, j'ai juste arrêté ça et fait l'expérience sur, allez, pas tout à fait la journée entière, sur 3 quarts de journée, de strictement rien faire. Et strictement rien faire, l'expérience, ça a été incroyable. C'est que, oui, au début, il y a une sorte d'inconfort. Puis après, ça laisse place à une sorte de comment on pourrait pas, c'est pas une léthargie, mais c'est un état un petit peu de se laisser porter. Coucou Sarah, ça fait plaisir de t'avoir là. Et derrière ce moment peut-être qui a duré quelques allez, dizaines de minutes, mais finalement il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui montent et il y a un élan de créativité, d'autres pensées qui viennent, et pouvoir accueillir l'envie de marcher. Alors là, dans le confinement, c'est différent, mais pouvoir accueillir d'autres envies, leur laisser un terrain d'expression et ne pas les avoir toujours dans le diktat de cette to-do list, y compris si elle est sympa de regarder un concert, de lire, de s'instruire, etc. Mais laisser remonter des choses. Et ça procure un réel plaisir, un plaisir profond. Et c'était un peu mon introduction parce que ce désir profond, ce plaisir profond nous nourrit. Il m'arrive très souvent de regarder le plafond pendant des heures sans rien et c'est vraiment libérateur. Ben ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Sarah me dit, moi j'y arrive pas, mais essaye. Juste essaye, même si c'est un quart d'heure, pourquoi pas. Et je sais qu'on a pas mal de difficultés à se poser réellement. Moi, le premier, ça a été assez confrontant. Et depuis, je me l'accorde plus volontiers, sauf que parfois on dérive un petit peu et remettre de la conscience. En tout cas, moi, j'avais envie de vous mettre de la conscience dessus pour vous amener sur qu'est-ce qui nous nourrit vraiment. Et j'ai été pas mal sollicité ces derniers jours suite au live, suite au partage, suite aux échanges sur des micro-changements alimentaires liés au confinement. Je vous avais alerté sur un certain nombre de points dès le premier live vous observez qu'est-ce qu'on stocke. Est-ce qu'on stocke des pâtes, du riz, des gâteaux finalement, au lieu de faire le plein de fruits et légumes et sachant que cette chaîne-là continue à être approvisionnée, il n'y a aucun risque pour l'instant, en tout cas, annoncé, les agriculteurs travaillent et même chez moi, j'ai eu le plaisir de voir chez mon primeur, encore ce matin, qu'on avait de plus en plus de produits locaux, chaîne logistique oblige, de beaucoup plus de produits locaux et ça c'est plutôt bien et je préfère avoir peut-être un choix en apparence un peu moins pléthorique avec des produits plutôt locaux, donc ça c'est cool. Isabelle, toi tu voudrais rien faire mais sur une plage, yes, ben, peut-être que tout à l'heure je vais vous proposer une petite méditation pour faire faute d'aller dans la nature, faire venir la nature à nous et pourquoi pas la plage parce que c'est vital. Donc vraiment allez voir qu'est-ce qui vous nourrit et quelles sont ces nourritures finalement. Et moi j'ai envie de vous demander d'essayer de voir
en conscience, qu'est-ce qui opère quand vous vous nourrissez d'autres choses? Par exemple, un bon concert, ou même un moment à rien faire, à regarder le plafond, etc. Comment on est? Est-ce que juste après, on a toujours cette envie de grignoter? Est-ce qu'on a toujours envie de quelque chose, ou au contraire, on est nourri profondément? Et ouais, Sarah au Qigong, ben ouais, ça fait partie des choses des disciplines qui nous permettent de faire circuler l'énergie différemment. Certains le font en chantant. Moi, j'ai appris, je débute, hein, mais je fais depuis cette année une pratique japonaise qui s'appelle Kototama. Ce sont les sons de l'âme. Et donc, c'est une pratique chantée. Alors, Sylvia, je sais que la voix, c'est quelque chose pour toi. Ouais, la beauté de la nature, bien sûr, on va y venir, je vais y venir. Et c'est génial de le partager. Ouais, ça nourrit, ça nourrit, ça nourrit. Et moi, en fait, de faire traverser des sons par mon corps qui n'ont pas besoin d'être juste au sens musical du terme, mais qui ont une signification profonde, un peu comme le Om, etc. Ah, je vois que Sylvia, tu connais. Et donc, c'est quelque chose qui m'apaise énormément et qui me fait remonter, sentir le corps vibrer. Et c'est vraiment comme une méditation consciente. Enfin, la méditation est consciente de toute façon, au contraire, encore plus consciente. Et du coup, ça apaise, ça vient équilibrer, ça vient soigner, n'ayons pas peur des mots, et ça vient nourrir. Et donc, après, je me sens vraiment à la fois dans une énergie qui est extrêmement douce et puissante à la fois, mais en même temps, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de compenser par de l'alimentation. Et donc, toutes ces choses-là, ben, c'est peut-être le bon moment de les regarder. Et Benoît, tu me disais la musique, ok, ben, je t'invite juste à faire cette petite prise de conscience. Quand tu écoutes de la musique ou après avoir écouté de la musique, comment tu te ressens? Ben, est-ce que là, sur le coup, tu as envie de vider ton frigo ou pas? Donc, coucou Marie-Laure, bonjour Guillermo, le Reiki, ouais, les Kotodama, c'est magique, ouais, c'est magique, je confirme. Et puis en plus, ça a une vraie signification spirituelle, il y a beaucoup de choses derrière les sons, mais même si on se concentre que sur la partie physique, vibratoire, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est mon partage à moi, et moi j'aime me poser une question aux gens que je rencontre: qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Et on ne m'a encore jamais répondu les petits pois, un steak, le poisson, des fruits. On m'a toujours répondu autre chose. On m'a répondu l'amour de mes enfants, une balade dans la nature, le silence, bouger, je ne sais quoi, mais jamais des aliments. Donc, et c'est pas une anecdote, c'est pas une image, c'est vraiment quelque chose que l'on a intrinsèquement en nous. La nourriture est une petite partie de tout ce qui nous nourrit, et chaque fois que l'on ne va pas chercher les vraies nourritures de notre être, c'est même pas celle de l'âme, du corps, etc., c'est celle de notre être tel qu'il est dans sa grandeur, dans son unicité. Quand on ne va pas chercher ces nourritures-là qui sont à notre portée, qui sont simples, souvent gratuites, ben on va compenser par ce qui est finalement super facile, salut Perrine, super facile à avoir, qui est pas cher, qui est abondant, qui est la nourriture. Et souvent la nourriture industrielle. Et ça, c'est sûrement, en tout cas moi, c'est mon explication d'un point de bascule ces dernières années vers cette nourriture industrielle, avec tous les problèmes que ça engendre sur notre microbiote. Et donc sur notre microbiote, c'est notre symbiose avec la nature, c'est notre implication dans la nature, et derrière toutes les maladies métaboliques, etc., de mal-être qui y sont, y compris au niveau psychologique. Mais ça, vous me suivez, vous savez, avec ces mondes d'adage, j'y reviens pas dessus, mais ce lien-là est vraiment important. Donc Elf nous dit: pas de pâtes, pas de biscuits, ni gâteau, ni du pain, je m'édège mieux et plus sec et moins gonflé. Ben ouais, bien sûr, mais encore une fois, ça a nécessité sûrement de la lumière, de mettre de la conscience dessus, et notamment dans ce
confinement avec le réflexe un peu anxieux par rapport à l'anxiété ambiante d'aller faire des réserves, qu'est-ce qu'on allait chercher? Moi, donc voilà ce que je voulais vous partager un petit peu, vous inciter à vous observer et d'aller chercher peut-être d'autres nourritures là autour de vous et de les regarder. Et puis, je voulais peut-être aller aussi sur un point qui est la joie, parce que finalement, dans l'alimentation, on va aussi souvent chercher de la joie, mais je crois souvent qu'on va chercher du plaisir. Et entre plaisir et joie, je pense qu'il y a un point important qui est la joie nous comble, point. Elle nous nourrit. Le plaisir nous appelle à quelque chose de plus répétitif, presque compulsif. Et pour moi, c'est un très bon indicateur pour distinguer un besoin réel, physiologique de notre être, d'un comportement qui, lui, va venir peut-être compenser, sans utiliser le mot névrose ou autre, mais va venir compenser quelque chose dont on ne se nourrit pas. Donc, observer, regarder. Pour moi, le marqueur entre... par exemple, une faim physiologique, une faim compulsive, c'est la joie que l'on va avoir de manger. Est-ce que cet aliment, on en a vraiment besoin, on en avait envie? Est-ce qu'on a de la joie qui, elle, est totalement inconditionnelle? C'est quelque chose qui nous irradie par rapport à du plaisir. Et le plaisir, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient nous faire du bien dans la tête. Mais comment derrière, on voit poindre un petit peu de culpabilité, de j'aurais pas dû, de c'est pas bien mais je le savais, etc. Chaque fois qu'il y a un mais, c'est qu'on est plutôt dans de la compensation. Guillermo, comment intégrer ces automatismes pour se nourrir autrement, arrêter de mélanger l'alimentation avec nos émotions? Merci de poser la question. Je vais peut-être vous donner, pas peut-être, sûrement un ou deux trucs à creuser. Je t'invite aussi à regarder peut-être les replays de mon live 1 et 2. Il y a pas mal de trucs dedans, mais on va y aller. Pour moi, il y a les trois sphères, alimentation, comportement et psychologie. Les trois vont ensemble et on doit nourrir les trois en même temps, même si c'est un tout petit pas pour les trois, parce que quand on vient surinvestir une, les deux autres lâchent et on vient compenser dans ces domaines-là. Donc ça, c'est pour le cas général, mais on ira, je retiens la question, on ira justement voir du côté des émotions. Mais justement, tiens, observe-toi, c'est basé sur l'expérience et non pas sur le mental, c'est l'expérience. Est-ce que quand on mange quelque chose, qu'est-ce que ça nous fait? Parce que moi, je ne le sais pas avant finalement. Et on se crée nos bonnes pratiques, nos bonnes habitudes par la répétition d'expériences qui se passent bien. Mais il faut laisser le champ ouvert à ça, parce que si on se dit j'ai la vérité, à ce moment-là, on va vouloir l'appliquer dans le futur à chaque situation qui se répète, mais notre environnement change constamment, ne serait-ce que notre état émotionnel, comme tu l'as dit Guillermo, notre environnement direct, le stress, les personnes avec qui on interagit, l'heure, le moment, etc. Et donc, à situation nouvelle, on peut avoir des lignes directrices, mais on va devoir s'adapter. Et donc, laisser ce champ ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser le champ à remonter le ressenti. Par exemple, c'est mon mental qui va dire les fibres c'est plutôt bon. Par expérience, j'aime plutôt la mangue en début de repas parce que je la supporte bien. Donc je vais plutôt aller chercher ce type de produits, les melons l'été, la mangue quand j'en trouve, etc. Et pourtant, derrière, ça ne me fait pas toujours la même sensation. La plupart du temps, oui, mais parfois, je m'aperçois que ce n'était pas exactement ce qu'il fallait. Comment je le détecte? Je le détecte parce qu'il y a un petit oui, mais. C'est-à-dire, ça me fait plaisir, ça flatte mes papilles gustatives, sûrement mon mental, etc. Ça se passe bien dans mon ventre, mais immédiatement, j'ai un petit oui, mais. Oui, mais trop sucré, oui, mais un peu too much, oui, mais je sais pas quoi. Et j'ai voulu finir complètement l'assiette alors que 2-3 bouchées m'auraient suffi. Il y a toujours ce petit mais. Et donc, si j'en ai conscience,
la fois d'après, je vais pouvoir faire un petit peu différemment. En tout cas, j'aurai intégré ça. Donc, le premier truc pour dégager la consommation liée aux émotions, c'est d'abord de s'observer et ensuite de se débriefer un petit peu, de faire l'expérience. Qu'est-ce qui agit en moi? Est-ce que j'ai plutôt une joie qui irradie ou est-ce que j'ai plutôt un plaisir avec un oui mais? S'il y a un oui mais, merci Else de dire, si j'ai un oui mais, on peut se dire qu'on n'a pas écouté complètement son intérieur. Et c'est OK, parce que là, à ce stade-là, le plus grand danger, c'est de se dire « Oh là là, je me fouette, là, je me fustige, ouïe, 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 j'étais nul, j'en avais pas besoin, j'ai pas su. » Mais on ne le sait pas avant, c'est vraiment par l'observation et c'est une habileté, c'est un entraînement petit à petit. Donc c'est OK, vous avez appris, c'était une expérience. Un résultat même négatif en expérimentation scientifique, c'est un résultat. Le fait qu'il soit négatif ou positif, ça c'est notre projection. On voudrait connaître la réponse avant de poser la question. Mais quand on se pose la question, est-ce que j'en avais besoin? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'avais besoin? S'il y a le oui mais qui arrive, c'est que j'en avais pas besoin. C'est une réponse. Tu as posé la question, tu as la réponse. Partant, maintenant, tu vas avoir un élément de plus pour pouvoir agir la fois d'après. Donc voilà, un point important pour gagner en habileté, pour se décoller un peu des émotions et les utiliser pour nous guider vers une meilleure alimentation. Mais en tout cas, une meilleure alimentation, le meilleur n'est pas absolu, mais une alimentation qui convient à nos besoins du moment. Il y a un autre truc, c'est que avant de manger, fais un petit check de ton état émotionnel. S'il y a des émotions vraiment prégnantes, vraiment fortes, du style colère, anxiété forte, frustration, etc., petite pause. Manger sur des émotions comme ça, ça donne jamais un cocktail sympa. Derrière, c'est mal au ventre, ça va être une mauvaise assimilation. On sait que les émotions aujourd'hui viennent influencer les paramètres biologiques fins au niveau de l'interface paroi abdominale, villosité intestinale, microbiote, etc. Ils viennent sélectionner certaines souches et elles ne vont pas dégrader nos aliments, les digérer de la même façon selon notre état émotionnel et donc elles ne vont pas produire les mêmes petits produits, les molécules d'intérêt que l'on va avoir, notamment les acides gras courte chaîne qui sont extrêmement bénéfiques pour notre santé. Donc ça veut dire que si on est vraiment en prise avec des émotions très prégnantes, il faut faire une petite pause. Ça peut durer 30 secondes, 10 secondes, 1 minute maximum, mais juste prendre conscience que je suis en prise avec des émotions super fortes. Et à partir de là, on va juste les accueillir, accepter que je suis en colère, accepter qu'il y a quelque chose qui m'a stressé, accepter qu'il y a quelque chose qui m'a fait mal au ventre, etc. Et se dire que j'ai le droit de ressentir ça. Pas se dire, oh, je dois manger, Pierre a dit que les émotions, machin. Non, 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 non. Douceur, amour avec soi-même. C'est là, c'est présent. J'ai cette émotion forte, je suis dans cet état émotionnel-là. Ok, mais juste dire, j'ai le droit d'être dans cet état émotionnel. Par contre, j'y mets de la lumière dessus et je vais peut-être boire un verre d'eau avant de manger. Je vais peut-être faire 2-3 respirations profondes. Si tu as le temps, tu es tout seul et tu as l'occasion, fais 3, 4, 5 minutes de cohérence cardiaque là, avec les applications que je vous conseille régulièrement, gratuites là, à mettre sur son smartphone. Fais 3, 4, 5 minutes de cohérence cardiaque, immédiatement on va revenir vers une neutralité émotionnelle et à ce moment-là, on est apte à s'alimenter. Je ne vais pas décrire tout le processus qu'il y a derrière, mais chaque fois qu'on a un tissu émotionnel fort, on modifie notre état microbiotique, l'état biologique de notre microbiote, on sélectionne certaines souches, on les met en avant, on en met d'autres sous l'éteignoir et au final, on a des produits de ce microbiote qui sont ou plutôt positifs ou plutôt négatifs pour notre état de santé. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Oui, tu as des troubles, Guillermo, et du coup tu culpabilises et
je t'invite vraiment à aller voir cette culpabilité-là et peut-être à l'accepter tout simplement et voir qu'elle est présente. C'est peut-être le premier pas, c'est d'accepter qu'elle est présente. Marie-Laure nous dit une semaine de confinement, de belle nourriture, autre que l'alimentation, de belles lectures, des pratiques méditatives. Alors attends, afficher plus, est-ce que je peux plus une vraie écoute intérieure, un sentiment de paix profond qui s'installe. M'alimenter n'a plus le même sens du coup, la même importance, une véritable joie sans objet. Waouh, génial, génial, génial. Et en plus, je sais que tu es passé par les montagnes russes. Moi, j'avais partagé que j'étais passé par les montagnes russes et je pense qu'il y aura encore des montagnes russes. Joie d'accueillir les premiers jours de confinement. Youpi, on va pouvoir enfin aller vers notre intérieur, rentrer finalement dans la grotte qui nous manque depuis si longtemps. Puis derrière, moi, ça avait réveillé vraiment des choses assez présentes à moi, très confrontantes. Et puis pacifier ça. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus doux. Et c'est génial ce que tu nous partages. Merci, merci beaucoup. C'est un beau témoignage de notre regard sur notre alimentation et du coup, on va apprendre à se nourrir parce qu'une fois qu'on l'a fait et qu'on l'a fait en conscience, on ne voit plus les choses pareilles. Le propre de la conscience, c'est qu'une fois qu'on l'a fait en conscience, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Ça ne veut pas dire que ça sera automatique, ça ne veut pas dire qu'on le fera toujours, mais ça veut dire qu'on sait le faire, on sait y accéder et donc on voudra y retourner. Donc c'est le premier pas, le premier petit pas, et puis quand on n'y arrive pas, c'est ok, c'est un résultat d'expérience et on continue. Donc voilà ce que je pouvais dire aussi au rayon émotion. Oui, si, je voudrais compléter, c'est que là, je vous ai décrit le schéma où émotion forte égale derrière alimentation, des souches de microbiote qui vont plutôt digérer différemment ça, voire même des pulsions alimentaires sur des produits gras, salés, sucrés, industriels, etc. Derrière, le microbiote crée des molécules qui vont cibler certaines zones de notre cerveau. Le cerveau va du coup vouloir y aller. Ça, c'est le schéma, on va dire, délétère. Il se réverse et il y a exactement le schéma vertueux qui est juste à la portée de nous. Et ce schéma vertueux, il peut être soit de ne pas s'alimenter quand les émotions sont trop fortes, ça veut dire aller plutôt sur une tisane, une infusion, une petite activité d'à côté, c'est-à-dire te calmer, écouter de la musique, te défouler, faire, même si en intérieur c'est compliqué, mais prendre un coussin comme un punching ball, j'en sais rien, mais évacuer ça, crier à la fenêtre si c'est moins de 22 heures. Faire quelque chose pour accueillir, accepter, t'autoriser à avoir ces émotions et ensuite pouvoir à ce moment-là s'alimenter. Mais à ce moment-là, on va consommer différemment parce que dès qu'on a laissé passer ces émotions fortes, les envies sont différentes, voire même elle est nulle et donc à ce moment-là, tu peux peut-être diminuer la quantité. Et ce que nous impose aussi le confinement, c'est de diminuer les quantités que l'on mange et pas de les surcompenser en grignotant. Mais pour ça, c'est vraiment d'être très attentif à nos autres nourritures. Donc voilà ce message-là. Qu'est-ce qu'il y a comme... posez-vous vraiment la question, quelles sont les nourritures de ma joie, quoi. Qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui pétille en moi. Et même quand cette actualité peut être vraiment difficile, anxiogène, etc. Mais qu'est-ce qui me met en joie? C'est pas parce que je serai en joie que les difficultés du monde seront différentes et c'est pas parce que je suis totalement down que le monde c'est vraiment indépendant. On a notre pouvoir sur nous-mêmes. Bien sûr, à partir du moment où on se prend ce pouvoir sur nous-mêmes, ben, on voit le monde avec un filtre différent et donc c'est dans ce sens-là que l'on crée le monde à l'extérieur tel qu'on le voit à l'intérieur, mais c'est notre filtre de lecture, c'est notre système de croyance, notre système de se mettre en sécurité, en quoi on met notre sécurité. Mais tout ce système-là, pour moi, repose à la base sur ce qui nous met en joie. C'est notre âme d'enfance et c'est ce qui nous fait briller les yeux, c'est ce qui nous fait du bien et ça, on le sent dans le ventre, réellement dans le ventre.
Le beurre de cacahuète me met en joie. Ouais, ben ouais, ok. Je t'invite juste à faire l'expérience de te demander si c'est du plaisir ou si c'est de la joie. Si c'est de la joie, c'est tout ton corps qui applaudit le beurre de cacahuète. Si c'est du plaisir, il y a waouh, c'est bon, qu'est-ce que j'adore ça, ça me met le smile. Mais, et il y a le mais, quelque chose qui va arriver, le mais oui, si le mais oui, il faut, le mais oui. Donc c'est juste ça. Et je t'en dis pas plus, tu fais l'expérience. Et moi j'aime beaucoup le beurre de cacahuète aussi. Mais il y a plein de fois où j'en consomme avec le mais oui, le fameux, je mange la première cuillère. Et celle-là sûrement était vraiment basée sur la joie. Et puis après, il y a la seconde qui arrive. Et puis il y a la troisième qui arrive, etc. Sylvia, ah c'est ouf cet exercice, ben ouais, c'est marrant à faire, non? Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Posez-vous la question vraiment ce qui vous nourrit vraiment et puis faites l'expérience de comment vous mangez, quelle est votre envie derrière et c'est assez sympa à faire. Vous allez apprendre sur vous, hein, dans le ventre, il y a tout nous dans le ventre, c'est notre planète intérieure, c'est vraiment tout nous qui est là et à partir de là, on va pouvoir remonter, mais c'est pas pour rien que les trois premiers chakras sont dans toute cette zone du ventre. On a notre énergie vitale, notre énergie sexuelle, mais c'est tout pareil, notre énergie ingurgitée, notre énergie émotionnelle, etc. qui est là. Donc tout opère là. C'est vraiment une matrice incroyable. Et ensuite, une fois que cette matrice-là fait son œuvre, on peut ou bloquer les choses là et on arrive vers des dysbioses ou au contraire laisser rayonner cette énergie, la laisser remonter et la laisser diffuser dans le corps et c'est tout, j'ai envie de dire, tout l'art d'écouter son ventre, d'écouter ses tripes. Sylvia, tu me dis, et comment tu fais avec les aliments intolérants ou lorsqu'on a des intolérances? Alors, je vais te faire une réponse générale et puis j'irai sur un duo un petit peu plus spécifique. Pour moi, notre corps, physiologiquement parlant, est quasiment intolérant à rien, sauf au poison. Et là, il y a un vrai réflexe inné, alors inné où maintenant on sait que c'est de l'épigénétique qui a permis à notre espèce de survivre, d'évoluer, etc. Et qui fait que en présence de certaines molécules, voire même avant même de les ingurgiter, on a ce haut le cœur. Alors encore une fois, c'est le microbiote souvent qui les détecte avant nous, parce qu'il a cette capacité à être en contact avec notre environnement direct ou juste quand elles arrivent. Et donc on a ce haut le cœur. Pourquoi? Pour les expulser si on les ingérait ou ne pas avoir l'envie de les ingérer. Donc, à part quelques poisons, et il y en a relativement peu, j'ai envie de dire il n'y a aucun aliment auquel on devrait être intolérant. Et pourtant, il y a des intolérances. Je pensais que tu allais me dire ça et j'y viens de plus en plus, je cherche. Ouais, c'est cool. Et pourtant, c'est un fait. On a des aliments qui nous mettent en ballonnement, en douleur, voire même créer des saignements, des hémorragies, etc. Donc des éruptions de boutons, des réactions allergiques. Donc il se passe bien un rejet, évidemment. Mais comme le disait Marie-Laure, c'est une conséquence et pas une cause. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'analyse les choses et c'est aussi mon expérience et c'est comme ça que j'accompagne. C'est que c'est une conséquence. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire un raccourci, mais c'est pas tant un raccourci que ça finalement. Qu'est-ce que je ne tolère pas dans ma vie? Qu'est-ce que là, dans mon ventre, je ne tolère pas? Qu'est-ce que... avec quoi je ne suis pas tolérant? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que je ne supporte pas en moi? Et c'est là que ça nous amène à chercher. Et je vais te donner un exemple. Une personne que je suivais, on est toujours en contact, avait des intolérances et chaque fois qu'elle supprimait quelque chose,
il y avait encore quelque chose à enlever. Donc au début, elle a enlevé la viande, mais ça c'était plus par philosophie, ça lui a fait du bien. Puis après, elle a enlevé le gluten, puis le lait, puis je sais plus quoi. Puis elle supportait plus après. Donc déjà sur un régime végétarien, avec quelques les œufs, etc., ça allait donc plutôt équilibré. Mais quand tu commences à enlever attendez, voilà, j'avais un petit truc dans l'écran. Tu commences à enlever les légumes crus, les crudités, puis après les fruits, etc. Au bout d'un moment, elle ne savait plus quoi manger. Et donc elle se nourrissait de quelques légumes cuits, d'algues, de psyllium, parce qu'en plus elle était constipée alors qu'elle avait enlevé les protéines. Enfin, mais en fait, ce qui se passait, c'est que son seuil de tolérance, elle ne résolvait pas son seuil de tolérance pour d'autres choses, et sans aller révéler des choses qui ne concernent qu'elle, mais sa place de femme par rapport à son mari, ses enfants, et notamment ses enfants garçons, ben, par rapport à des problèmes du père, de l'image du père, de la symbolique du père, de l'éducation de son père, etc., faisait que ben, elle ne prenait pas sa place, sauf que elle le vivait mal, et elle ne tolérait plus la situation, et donc ça se traduisait par elle, par tout ça. Et donc finalement, tout ce qui allait pour lui donner le sens de la vie, elle s'éteignait petit à petit. Et la nourriture a cette symbolique-là, c'est que elle est l'essence même de la vie. Et c'est pour ça que oui, manger est un plaisir. Oui, Épicure. Oui, Bouddha qui disait l'homme sage est celui qui a le ventre en bonne santé. Parce que tout ça fait que notre corps traduit des symptômes de tension intérieure, et souvent on va les trouver dans l'alimentation, dans le comportement. Donc quand il commence à être intolérant à quelque chose, c'est extrêmement intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça remonte vite, hein, ce n'est pas des thérapies de 2 ans à faire remonter tous les traumatismes familiaux, mais on va aller chercher par l'auto-observation qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire remonter, mettre en lumière ces points-là, et à partir de là, ben, on va les éclairer, on va y travailler, on va pouvoir changer un petit peu, s'accepter, et finalement, au final, pour finir avec cet exemple-là, ben, alors qu'on ne travaillait pas du tout sur un régime de nutrition, hein, on est allé voir tous ces aspects-là, mais c'est l'alimentation qui nous a amené à ça. Et à la fin, elle me disait, mais attends, c'est incroyable, je remange des fruits, je remange des légumes, etc. Par contre, elle a gardé le fait de diminuer le gluten, et ça c'est très bien. Elle a gardé le fait d'être essentiellement végétarienne, même si elle n'est pas au sens strict, etc. Donc très bien, mais par contre, elle a pu réintégrer ce à quoi elle était devenue intolérante, alors qu'elle aimait, elle en avait besoin, et c'était voilà. Donc voilà un petit peu un exemple de qu'est-ce qui se cache derrière les intolérances. Alors, pour aller plus spécifiquement, il faut aller faire un petit peu d'introception. Alors ça, c'est mon mot à moi, c'est aller voir à l'intérieur, comme l'introspection, sauf qu'au lieu d'aller voir, on vient écouter, et ça change tout, parce qu'au lieu de vouloir contrôler, je vois, je contrôle, j'entends, etc., non, je m'ouvre et je laisse remonter. Et donc c'est ça pour moi, écouter ses tripes, et on va venir laisser remonter des signaux qui sont fins, qui sont subtils, mais avec un tout petit entraînement, en faisant un peu de silence intérieur, viennent nous parler, et si on arrive à les capter juste avant que notre cerveau de la tête, pas celui du ventre, le cerveau de la tête les transforme en conditionnement, en croyances, en émotions, machin, tout ça, on a la chance d'être en présence de ce qu'on peut appeler notre intuition. Coucou Nelly, coucou Mylan. On peut être en présence vraiment de notre essence même, de nos besoins profonds. Après, on l'appelle comme on veut, intuition, intelligence universelle, machin, tout ça. Mais ça, ce sont que des mots. C'est vraiment cette sensation-là auquel j'essaye de m'attacher, et on peut y accéder par un peu de méditation, par un peu de pleine conscience,
commence par des choses assez simples. Je surveille l'heure parce que j'ai tendance à être un peu bavard et un peu passionné, donc je surveille un petit peu l'heure quand même. Ah, cool! Eh ben, écoute, tu peux vraiment faire l'expérience, Sylvia. En plus, je sais que tu pratiques ça peut-être pour d'autres questionnements, mais vraiment, l'alimentation et la nourriture est un formidable miroir de notre état intérieur. Pourquoi moi, j'aime bien le pourquoi, même si ça nourrit que mon mental, mais pourquoi c'est un formidable reflet de notre état intérieur? C'est que c'est même pas le travail de l'homme, de l'humanité, c'est le travail de la vie en général. On a besoin de trouver de l'énergie. Et donc, depuis que l'homme est homme, et avant qu'il soit homme, qu'il soit animal ou même bactérie, depuis que la vie est sur Terre, le job numéro 1 est de chercher de l'énergie. Je fais juste une parenthèse. Guillermo, est-ce que notre ventre a sa propre conscience du fait que c'est notre deuxième cerveau? Pour moi, c'est le premier cerveau, et oui, il a sa propre conscience. Après, on peut s'entendre sur le mot conscience, mais oui. Je referme la parenthèse. Je reviens au fil de pourquoi les êtres vivants ont toujours cherché l'énergie, parce que c'est lié à leur survie. Et donc, on passe notre temps à chercher de l'énergie, à la transformer et à la mettre en mouvement, et donc que ça soit en énergie calorifique pour maintenir le corps à une certaine température, en énergie cinétique pour mettre le corps en mouvement, que ça soit en énergie biochimique pour transmettre des informations à travers les nerfs, les neurotransmetteurs, le système endocrine, etc. Enfin, toute l'énergie prend des densités et des formes différentes, mais elle est mise en mouvement, et pour ça, on doit s'intégrer dans un cycle de recherche d'énergie, de mise en mouvement, de transformation, de mise en stockage et de libération d'énergie qui revient ensuite dans la nature pour nourrir ce cycle-là. Et tant que ce cycle est en mouvement, nous, on se décrète en vie. Le jour où il n'est plus en mouvement, on va transformer notre énergie sous forme différente, de cendres, de retour à la terre-mère, etc. Et donc, on comprend aisément que toute notre vie tourne autour de ça. Mais dans notre vie moderne aussi, et je pense que c'est un leurre, c'est vraiment un leurre de penser qu'on s'est affranchi de ça. On s'est affranchi de ça parce que ça nous prend 5 minutes de faire la même course sur le drive que la dernière fois parce que c'est simple, etc. Mais en fait, pour qu'on travaille, pour nourrir sa famille, pourquoi on se lève pour aller gagner son pain, pourquoi on est anxieux parce qu'on va peut-être manquer de quelque chose. Et le meilleur moyen d'en faire l'expérience, c'est que prive-toi juste 2-3 repas de nourriture. Je te garantis que tu risques alors strictement rien au niveau physiologique. Tu as des réserves pour tenir plusieurs jours. Fais-le et vois les émotions qui reviennent. Ton inconscient croit mourir, tu vas faire ressortir des mémoires incroyables. Toutes les personnes qui ont fait des jeûnes, même très courts, ont fait l'expérience que la première chose qui remonte, c'est vraiment des pensées pas confortables et on est mis face à nos peurs. Et donc ces peurs-là sont juste transgénérationnelles et sont liées à la vie. Et donc c'est pour ça que dans tous nos gestes, dans tous nos comportements pour se nourrir, finalement c'est tout notre état d'être intérieur, nos tensions, nos joies. Et puis regardons socialement, on fête tout par ça. On est malheureux, on mange, on est heureux, on fait la fête, etc. Donc tout se passe de toute façon par un rapport à la nourriture, à l'alimentation. Et donc notre état émotionnel est indissociable de la situation dans laquelle on mange et de l'aliment que l'on mange. Donc on engramme ce triptyque, ceux qui me suivent le savent, je le répète, ce triptyque sensation, émotion, situation qui correspond à la sphère nutritionnelle, la sphère comportementale et la sphère psychologique. Et l'ensemble de ces 3 sphères font que, alors oui, la sphère spirituelle englobe les 3, mais ces 3 choses-là, c'est des choses qui sont engrammées. Notre cerveau est une bibliothèque de tout ça. Et donc, dès que
Dès que l'on va être dans une même situation, paf, on va ressortir l'émotion et l'aliment qui va bien. Dès qu'on a cet aliment, on peut l'associer à une émotion. Dès qu'on a une émotion, on va l'associer à une situation, etc., 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 etc. Et Sarah dit, je l'ai essayé et je ne supporte pas. Impossible, c'est une belle croyance. Et par contre, confrontant ça sûrement, sûrement que c'est très confrontant. Et donc, si c'est trop confrontant, le but, c'est pas de se faire mal, quoi. Mais c'est quelque chose. Moi, par exemple, avant de faire le jeûne, il y a un exercice qui est super sympa à faire. Quand je dis sympa, là, c'est mon côté joueur parce qu'il est confrontant. C'est sauter le petit déjeuner. Combien il y a de personnes qui me disent ah non, mais moi, sauter le petit déjeuner, dites-moi si c'est votre cas, sauter le petit déjeuner, c'est impossible, je vais tomber dans les pommes. Je ne vais pas tenir la matinée. Ben, j'ai dit ok, mais chiche, essaye. Prends-toi une mandarine dans la poche et puis voilà. Et c'est une croyance. Mais cette croyance-là, l'inconscient a réellement peur de mourir. Hein. Parce qu'on est mis en face une peur immémoriale que la privation de nourriture est quelque chose qui vient à l'encontre du sens de la vie. Donc c'est pour ça que encore une fois, je pourrais faire des heures là-dessus, notre comportement alimentaire est vraiment un fabuleux miroir de notre état d'être intérieur. Else, on a des réserves sûrement. Mylan, moi. Ah oui, tu as essayé, tu as survécu. Yes, 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 tu réponds au petit-déj. Oui, 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 oui. Merci, merci de ton témoignage. Je pensais que tu répondais aux réserves, pardon. C'est presque indélicat. Mais ça y est, le confinement me fait devenir fou. Mais oui, le petit-déj, tu étais quelqu'un qui... le petit-déj, c'est sacré et il est hors de question. Tu pouvais tuer pour un petit-déj. Ben, écoute, génial, génial, génial. Merci de ton témoignage. Guillermo, tu as fait des jeûnes secs, sans eau et sans nourriture, énormément d'énergie. Et yes, mais oui, mais alors... Merci pour le pont. Et là, je ne vais pas rebondir sur le jeûne, mais oui, et jeûne sec, je crois que Perrine, si tu es toujours là, tu as aussi une sacrée connaissance et expertise dans ce domaine. Mais le point important, c'est que l'organisme s'adapte et très facilement. Par contre, il vient bousculer l'ordre établi au niveau mental et il vient bousculer nos croyances. Mais c'est nécessaire parce que si on veut avancer, si on veut changer les choses qui nous embêtent, et notamment quand on a des problèmes d'intolérance ou quand on a des problèmes de poids, dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire que l'anorexie ou l'obésité se nourrissent souvent du même terreau et on va avoir de l'inconfort, constipation, mal de ventre, etc. On va aller chercher les causes de nos peurs, de nos non-autorisations, de nos frustrations, de nos culpabilités et finalement en allant les chercher et en travaillant sur les deux autres sphères en même temps pour pas que ça lâche ou que ça surcompense ou que ça vienne sortir ailleurs, on va travailler sur la nutrition, on va travailler sur le comportement et les choses s'évaporent assez rapidement. Donc voilà, donc il y a beaucoup de croyances et déjà de les observer, c'est déjà bien. Le but, c'est pas de se faire mal, mais c'est au contraire de voir nos croyances et quand on met la main sur une croyance, après voilà quoi, soit elle nous met en sécurité et c'est cool, soit elle nous empêche d'avancer, du coup elle est limitante et c'est là où c'est intéressant d'aller la voir. Guillermo, tu nous parlais d'énergie et de jeûne. Je ne sais pas qui m'avait posé la question, je crois que c'était dans le live précédent. Est-ce que le confinement nous impose de réduire notre quantité alimentaire? J'ai envie de dire que... Alors oui, évidemment, oui, mais j'ai envie de dire que le confinement est une belle occasion pour faire l'expérience de ce que c'est diminuer la quantité de choses que l'on mange. Parce que si tu veux plus d'énergie, mange moins. C'est comme ça que ça se passe.
Au-dessous d'un certain seuil, on est bien d'accord, ça ne va pas le faire. Mais par contre, ce seuil est relativement bas et c'est contre-productif de se charger. Et oui, le fait de jeûner, c'est une expérience. Après, moi, le jeûne, je laisse vraiment ça à l'appréciation des personnes. Pour moi, ça a été une expérience et c'est parfait. Après, ça peut être thérapeutique, ça peut être si. Souvent, c'est un challenge quand même. Il y a des personnes qui le font parce que c'est mode, parce qu'on en parle, parce que ouais, toi, tu as eu de l'énergie, tu as eu ci, tu as eu ça, tu as fait ça, génial, super, ça donne envie. Moi, j'ai tenu 8 jours, allez, je vais tenir 10 jours. Si c'est fait dans cet esprit-là, je suis réticent. Par contre, si c'est vraiment fait pour aller voir au fond de soi qu'est-ce qui remonte et voir, observer qu'est-ce qui se passe, là, c'est une fabuleuse, c'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi qui est vraiment, mais qui est confrontant, mais qui est extrêmement intéressant. Et oui, au niveau énergétique, je l'explique, ça joue vraiment beaucoup. Ça paraît contre-intuitif de dire diminue ta quantité pour avoir plus d'énergie, mais faites-en l'expérience. Attention, encore une fois, si on est plutôt face à l'anxiété et dans un réflexe d'anorexie, ce n'est pas la bonne stratégie. Mais si on est plutôt face à l'anxiété de plutôt surcompenser ou d'aller chercher les aliments doudous ou d'aller manger un petit peu plus ou de se dire « Ouh là là, il me faut de l'énergie, donc il me faut changer mon alimentation ou manger ci ou manger ça », il y a une peur derrière ça. Ce n'est pas un besoin. C'est la peur de pas être à la hauteur, c'est la peur de manquer ci, c'est la peur de… Et voilà, et donc cette peur-là vient non seulement nous prendre de l'énergie dans le cerveau, mais vient aussi nous amener à consommer des aliments qui, d'un point de vue ratio énergétique, vont nous consommer et nous coûter plus pour les digérer que ce qu'ils vont nous libérer. Et donc là, la balance, elle est totalement négative. Après, oui, il y a l'effet détox, il y a purger, etc. Et laisser tout simplement le côlon se vider, ça peut prendre 2, 3, 4 jours. Hein. Mais déjà, dans nos diètes normales, manger des protéines, aujourd'hui, on sait que si, comme on est relativement déficient en fibres, ça nous amène à… des délais d'élimination qui sont de l'ordre de plusieurs jours, quoi. Donc voilà, Sarah, tu dis tu surcompenses tout le temps, dans un sens ou dans un autre, mais accueille-le, ça fait partie vraiment de ton caractère et ça peut des fois t'aider, mais parfois, si jamais tu sens qu'à un moment donné ça te dessert, on pourra en parler, c'est quelque chose qu'à ce moment-là on peut changer. Je voulais vous amener, parce que j'avais une question sur la muqueuse, alors ça n'a rien à voir avec ça, je passe un peu du coq à l'âne, mais je vous avais dit de me poser des questions, donc du coup, je voudrais vraiment y répondre. Muqueuse pulmonaire et microbiote. Alors bien sûr, sur fond de pandémie, de maladies infectieuses, des voies respiratoires, j'ai nommé Covid-19, il y a forcément des questions là-dessus, et plutôt que d'attendre une réponse de l'extérieur, en attendant qu'elle arrive, si un jour elle arrive, qu'est-ce que je peux faire moi de l'intérieur? Et oui, mon premier rempart, c'est mon système immunitaire. Et avant même le système immunitaire, mon premier rempart, c'est ma muqueuse pulmonaire. Et la muqueuse pulmonaire se construit de la même façon que se construit la muqueuse intestinale, de la même façon que se construit la muqueuse vaginale pour les femmes. C'est une question de symbiose entre les bactéries de notre microbiote, donc dans ce cas-là, c'est notre microbiote pulmonaire qui vient tisser ce réseau de mucus avec des protéines spécifiques qui vient faire ce mucilage, ce mucus qui est non seulement protecteur, mais en plus c'est un mucus, il y a une double protection, il y a une protection physique qui permet de piéger tous les composés que l'on respire, et pas forcément des micro-organismes vivants, mais également les poussières, etc. Donc elles viennent être piégées là, et lorsque le mucus se régénère, ça permet de les évacuer. Et également, bien sûr, les pathogènes, microbes, micro-organismes, virus en particulier, qui viennent s'y mettre. Et
la double barrière, c'est que dans ce mucus vit aussi tout ce microbiote, donc tous ces micro-organismes vivants que l'on héberge pour notre plus grand bénéfice et qui se logent dans cette muqueuse pulmonaire comme ils se logent dans la muqueuse intestinale ou dans la muqueuse vaginale pour les autres muqueuses. Et donc, ils sont là pour faire la police, c'est-à-dire que la première police, avant même que notre système immunitaire soit enclenché, ce sont les micro-organismes entre eux, parce que leur territoire, c'est sacré, et eux, ils vivent en symbiose, ils contribuent à notre bien-être, et donc chaque personne qui va venir... Et leur survie est liée à notre survie aussi, donc on a vraiment un objectif commun avec nos microbes, c'est de vivre ensemble. Ils nous apportent notre état de santé, et nous, on leur apporte le support pour qu'ils puissent vivre. Et donc, dès qu'il y a des intrus qui viennent et qui, eux, sont pas du tout sympas parce qu'on ne les tolère pas, on ne les connaît pas, ben, le premier rempart, c'est la muqueuse physique grâce au microbiote. Le deuxième rempart, c'est le microbiote lui-même, donc ça fait quand même deux effets liés à lui. Et le troisième, c'est notre système immunitaire. Si l'infection pénètre, à ce moment-là, elle va déclencher notre système immunitaire. Et notre système immunitaire est encore une fois lié complètement à notre microbiote. Et donc, on va retrouver ce cercle plutôt vertueux si on entretient bien notre microbiote, et il est sensible à ce qu'on le nourrit, mais il est extrêmement sensible aux émotions et il est sensible à son environnement. Donc ça veut dire que la joie, la détente, la respiration, une atmosphère plutôt aérée, le contact avec la nature, on va en parler en période de confinement, et une alimentation riche en fibres, ce sont des éléments très très simples, suffisent à maintenir à la fois un microbiote en bonne santé et donc un système immunitaire au top. Après, on peut se gaver un petit peu plus d'agrumes, de fruits pour avoir une dose de vitamines un petit peu plus élevée au quotidien pour avoir un effet éventuellement coup de poing, mais j'ai envie de dire que ça c'est la cerise sur le gâteau déjà avec ces quelques conseils simples, sans médicaments, sans compléments alimentaires, sans aliments miracles, là, les superfoods, non, juste essayer d'observer, d'équilibrer notre partie émotionnelle. Je suis en surémotion, il y a plein de choses pour calmer, aujourd'hui on sait faire. Je suis en surchauffe comportementale, je calme, il suffit vraiment de l'observer. Alors il suffit, des fois c'est compliqué, mais voilà, en l'observant, ça va mieux, je préfère le formuler comme ça. Prendre soin de toute notre nourriture, essayer de faire rentrer la joie chaque fois que l'on peut. La joie, c'est pas rigoler pour rigoler, c'est vraiment essayer de voir les choses comme elles sont. Je suis en vie, qu'est-ce qui me manque, comment ça va, est-ce que mon âme d'enfant, de quoi elle jouerait, de quoi elle rigolerait. Regardons nos enfants ou nos petits-neveux ou nos petites-nièces et ça suffit à voir quelle forme peut prendre la joie aussi à l'intérieur de nous. Donc voilà, donc tout ça c'est des choses qui sont gratuites, que l'on peut faire, y compris en situation de confinement et qui nous protègent. Par rapport peut-être, par rapport au microbiote pulmonaire, on peut parler aussi de l'anxiété, parce que je vous parle souvent de l'anxiété que l'on ressent fortement au niveau de l'abdomen, du ventre, etc. On la ressent aussi ici au niveau de la poitrine, avec souvent une constriction là. Donc ce sont deux zones qui communiquent. On le sait, nos microbiotes communiquent, il y a un axe poumon-intestin, mais l'anxiété, le stress, la peur, sont souvent des éléments qui viennent nous congestionner, nous restreindre. Et on le voit souvent dans la posture, d'être un petit peu plus voûté, d'être un petit peu plus penché, d'être un petit peu plus en repli, et non pas à l'inverse quand on est en confiance totale. On le voit à la posture, plutôt le torse en avant, le menton haut, et tout ça se traduit aussi par finalement notre état intérieur. Donc voilà une analogie que je pouvais faire. J'avais pris quelques notes quand même parce que j'essaye de ne pas partir dans tous les sens. Je pourrais pas tout dire, donc j'ai envie de vous inviter au live numéro 4, quoi, et de faire ça. On est mardi, jeudi, et vous me laisserez en commentaire si on se le fait fin de matinée ou si on se le refait à 18h comme ça, 11h ou 18h. On pourra aller sur d'autres points, mais je voulais, puis je vous parlerai aussi de mon dépistage jeudi. Tiens, je suis allé
tester le protocole du professeur Raoult à la Timone. J'ai la chance d'habiter Marseille et ce matin, bon, j'ai passé 5 heures de mon temps, mais ça valait la peine. Je vous partagerai cette expérience, je le posterai sur mon mur et je vous en parle jeudi de cette expérience-là. Je n'ai pas encore les résultats, mais je vous parlerai de ce prof que j'admire, en tout cas, qui fait plein de choses avec cœur. Et je ne suis absolument pas placé pour dire s'il a raison, s'il a tort, etc. Mais en tout cas, moi j'admire l'homme, le travail qu'il fait, ce qu'il met à la disposition. Et comme j'aime bien quand même faire ma propre idée par moi-même, je suis allé voir. J'ai testé et j'ai approuvé. Je vous le raconterai. Je vous parlais de la nature et moi perso, les premiers jours, c'est l'exercice physique qui m'a manqué. J'ai dû m'approprier le confinement en termes de gestion de l'énergie physique. J'avais lu, Pauline, que tu m'avais vu en photo dans un journal du Parisien. Non, oui, ben ouais, la file d'attente, tu as dû voir sans doute à la Timone dans le service professeur Raoult. Je reviens, je suis un vrai zèbre, moi je parle dans toutes les directions. Je reviens à cette histoire de nature. Les premiers jours, j'ai eu vraiment à gérer le confinement en termes d'exercice physique, de dépenses physiques, etc. Et ça, voilà, par des exercices quotidiens, simples, rapides, j'ai pu le gérer. Par contre, la nature me manque là, de plus en plus. Son contact direct, c'est quelque chose qui a toujours été prégnant pour moi. Et je crois qu'on l'ait en conscience ou pas, c'est lié à la nature humaine d'avoir besoin de ce contact avec la nature. Moi, je dis souvent, mais c'est par l'expérience que notre nature reconnaît sa nature et donc le fait d'être en contact avec un paysage naturel, toucher un arbre, marcher pieds nus dans l'herbe ou tout simplement être près des montagnes, de la mer ou une belle colline, nous ramène à ce que nous sommes vraiment. On n'est pas issu de la nature, on n'est pas en contact avec la nature, on n'est pas descendant de la nature, on est la nature. Et nos cellules sont des bactéries qui se sont spécialisées. Donc, quand on les met au contact de là où elles viennent, elles reconnaissent leur maison. Et donc, ça, c'est organique. Et encore, les mots que je mets, je fais de l'intellectualisation pour essayer de m'exprimer, mais c'est un ressenti purement organique, vibratoire que l'on ressent dans notre corps lorsqu'on est en contact de la nature. Moi, ça me manque, et donc je me posais la question comment, si je ne peux pas aller à la nature, comment la faire rentrer ici. Et déjà, je vous partage quelques trucs que j'ai fait. J'ai quelques plantes d'intérieur que je regardais peu finalement, et je les entretenais comme ça, plus comme un objet décoratif. Là, depuis hier, j'ai essayé de les regarder en conscience. C'est-à-dire de regarder une plante. Ouais, alors il y a ma famille là dans cela, ils vont se dire ça y est, on a perdu Pierre. Non, de les regarder vraiment avec béatitude, c'est-à-dire d'essayer de voir au-delà de la plante, objet de décoration, de voir l'être vivant, de prendre conscience, pourtant je le sais, je suis agronome, donc tout ça c'est mon domaine, de prendre conscience de ses échanges avec l'air, sa photosynthèse, son sol, même s'il est confiné, lui aussi elle est confinée dans son pot et pourtant elle verdit, elle fleurit, elle pousse, elle semble plutôt s'épanouir là, donc elle s'épanouit dans son confinement, donc pourquoi moi je ne pourrais pas partager ça avec elle? Et voilà, donc ça peut paraître bizarre, peut-être que ces propos-là, hors période de confinement, résonneront différemment, mais c'est un moyen que j'ai trouvé de regarder au-delà de l'objet décoratif, mais ma plante d'intérieur, de façon un petit peu plus profonde et d'aller me contacter avec ce qui opère en elle. Et puis du coup, rapidement, j'ai vu
la sève circuler en elle, j'ai vu les échanges gazeux, j'ai vu quand je l'arrose, ce que ça peut faire, etc. Et donc tout ça, l'esprit du débutant, ouais Meylan, j'adore ça, ouais, l'esprit du débutant, là, le regard du gosse qui peut rester comme moi, je pouvais rester des heures devant un brin d'herbe, devant un poisson, devant tout ça, parce que c'est juste magique, c'est hypnotique, et coucou Karine qui nous rejoint. Donc voilà, donc ça c'est peut-être un moyen, en tout cas moi ça a marché d'aller me contacter avec ça. Si vous avez un jardin, ne vous privez pas de peut-être encore plus apprécier cette richesse-là, de pouvoir... ah ben génial, Sarah qui dit, je suis allé me mettre les mains dans la terre et commencer une plantation, c'est juste génial. Moi j'ai fait ça ce week-end, j'ai visité ma maman là qui est âgée, que tu connais, et du coup elle a un jardin et j'ai pris plaisir à lui transplanter des artichauts, à déplacer un pied de lavande, à faire des petites choses super simples. J'ai pris un plaisir immense et le confinement m'a fait mettre en perspective finalement que ces choses-là, simples, mais sont essentielles pour moi et peut-être pour vous aussi. Je pense que ça a quelque chose d'assez universel. Et donc oui, toucher la terre, toucher des végétaux, que ce soit par la plante des pieds ou par les mains, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment vital pour nous. Et encore une fois, moi j'aime rajouter de la conscience à ça. Observez-vous, après cette séance-là, on a une faim différente. On a une faim différente. On peut avoir faim parce qu'on a fait de l'exercice, parce qu'on était au grand terme. On va avoir une faim saine et on va le supporter parfaitement bien et non pas quelque chose de compulsif. On aura une vraie joie de manger. Ça ne sera pas le plaisir avec le oui mais. J'en reviendrai, j'essaye de reboucler. Voilà. Un autre moyen, c'est... de regarder différemment. Alors même si je vais les manger, je regarde différemment, je touche et j'ai un contact différent maintenant avec les légumes, avec les fruits, avant de les cuisiner, de les préparer, parce que c'est aussi un moyen, en conscience, de contacter la nature. Regarder un arbre à la fenêtre, moi j'ai trouvé ça hypnotique, il y avait un petit peu de vent, alors bon à Marseille c'est pas compliqué d'avoir du vent, c'est plutôt souvent, mais il était assez doux et j'ai pris quelques minutes de me laisser bercer par ce vent dans les feuilles et du coup je contactais pas que le végétal, je contactais aussi, coucou de Castel Karine, et je contactais aussi les éléments qu'il y a avec et donc tout ça me faisait du bien, ça a quelque chose qui à la fois abaisse le niveau de stress, abaisse le niveau d'anxiété s'il est là, même si il peut être peut-être à un niveau déjà faible, il l'abaisse encore plus. Et tout ça a un lien direct sur notre système immunitaire. C'est pas moi qui le disais, c'est un professeur. Alors je vous retrouverai la source parce que j'aime bien citer mes sources qui disait que plus de 50% de l'efficience de notre système immunitaire dépend de notre état de bien-être et notamment de notre état de stress ou d'anxiété. Donc je crois qu'on ne peut pas grand-chose par rapport aux nouvelles qui nous arrivent et même on ne peut pas être totalement étanche avec ça, ne serait-ce que d'aller sortir pour le minimum de besoins vitaux, on peut être vite confronté à ce stress ambiant parce que nous sommes des êtres sensibles, nous sommes un corps sensible qui ressent les vibrations des autres, on est en interaction permanente avec le monde qui nous entoure, on ne peut pas s'affranchir de ça. Et donc à partir du moment où on reçoit cette énergie-là, ces vibrations-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Et dès qu'on les accueille en conscience et qu'on va pouvoir trouver par les quelques trucs que je vous partage, mais il y en a plein d'autres, et puis je ne suis pas tout seul, mais en tout cas que je vous partage, on va pouvoir baisser ce niveau de stress, d'anxiété, se nourrir mieux, éviter d'avoir des comportements trop compulsifs, trop compensatoires, et du coup on bénéficie d'un état d'être favorable à notre microbiote et donc à notre système immunitaire, et système immunitaire qui soit pulmonaire, qui soit intestinal, l'ensemble communique et l'ensemble fonctionne comme un tout, donc ça nous est bénéfique.
On peut faire un peu de visualisation aussi. Et du coup, j'ai envie de vous proposer peut-être une... enfin, peut-être, non, je vous la propose, puisque c'est mon live, je fais ce que je veux. Et vous avez votre libre arbitre de le faire ou pas. Mais j'ai envie de faire une petite méditation de la nature pour faire rentrer la nature en nous, dans notre univers confiné, et peut-être aussi pour ceux qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un jardin ou de pouvoir y accéder dans une résidence en copropriété en ville ou autre, et avoir un petit moment de connexion avec la nature, et puis vous me partagerez si ça vous a fait du bien ou pas. On y va? Vous êtes OK? Alors je vais vous inviter, je vais la faire avec vous, à prendre une pause, et ça c'est une posture de Mylan qui est quand même, merci d'être là, qui est quand même une experte en méditation en pleine conscience, digne et confortable. Vous pouvez vous allonger si vous le voulez, on fait ce qu'on veut. Si vous décidez de rester assise et assis, le buste droit, les pieds bien à plat sur le sol, si vous vous mettez en position de lotus ou demi-lotus, essayez d'avoir les genoux en contact avec le sol, quitte à mettre un petit coussin sous les fesses. Et si vous vous mettez allongé, décroisez les jambes, les bras le long du corps. En tout cas, une posture qui favorise l'alignement et la détente musculaire. Je vais appeler un petit son de mon chouette bol tibétain qui vient du Bhoutan. Juste laissez-vous traverser, cherchez pas de signification, laissez-vous transverser par le son. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, vous faites vraiment ce qui vous détend le plus. Et puisque c'est le soir et qu'on commence à rentrer progressivement dans un cycle nocturne, vers petit à petit basculer vers un cycle de sommeil, on va le faire tout en douceur. Je vous invite à porter votre attention sur votre respiration, sans chercher à la forcer, l'accélérer ou la ralentir. Juste prendre conscience que votre inspire est une inspire, peut-être à la fraîcheur de l'air qui rentre dans vos narines ou votre gorge, et que votre expire est une expire, peut-être aussi à la température de l'air plus tiède, ou pas. J'inspire, je sais que c'est une inspiration. J'expire, je sais que c'est une expiration. À l'inspiration, vous pouvez suivre l'air jusqu'au fond de votre ventre. Sentir peut-être le ventre se gonfler. Et à l'expire, sentir l'air ressortir, le ventre se dégonfler, faire comme une vague. J'inspire, j'amène l'air profondément dans mon ventre. J'expire doucement. Mon ventre fait comme une vague.
À l'inspiration, le souffle que vous amenez au fond de votre ventre est comme du vent qui vient caresser le sol de votre ventre, comme un joli champ, une belle prairie, un joli parc, un jardin. À l'expire, ce souffle fait peut-être bouger les brins d'herbe s'il y en a, les feuilles des arbres s'il y en a. J'inspire, mon souffle caresse ma terre intérieure. J'expire, il met en mouvement, il caresse les herbes, les feuilles. Je peux peut-être voir maintenant dans ce jardin intérieur au fond de mon ventre, bercé par mon souffle, tout ce que j'aime. Peut-être y a-t-il de l'eau, peut-être de l'herbe verte ou du sable, peut-être une rivière, un lac ou une montagne, les deux ou pas du tout. Peut-être y a-t-il des arbres plus ou moins près, plus ou moins loin. Peut-être on peut distinguer le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, ou tout simplement le silence. Et au milieu pousse une fleur, pousse la plus belle fleur que vous ayez jamais vue. Qu'elle soit minuscule, petite, grande, colorée, blanche, verte, bleue, rouge, jaune. Qu'elle soit fleurie ou pas encore. Pousse là au milieu la plus belle des fleurs que vous ayez jamais vues. Là, dans votre ventre, dans votre terre intérieure. Vous pourriez peut-être décider de vous allonger auprès d'elle pour la voir, sur le dos ou au contraire sur le ventre pour la regarder de près. Sentir le confort de l'herbe ou du sable ou je ne sais pas sur quoi vous reposez. Comment est votre jardin intérieur ? Les rayons du soleil vous bercent. À l'inspire, le vent vous caresse, doux, tiède. À l'expiration, il fait bouger tout doucement les pétales de cette fleur merveilleuse. Un nuage passe, la lumière s'obscurcit un peu. Peut-être quelques gouttes de pluie fines viennent tomber. La pluie est chaude, elle ne vous fait pas froid. Au contraire, un peu fraîche. Elle vient mouiller les pétales de la fleur, ruisseler sur ses feuilles. Peut-être tomber sur votre nez, votre front, vos joues. Peut-être même la paume de vos mains. Sentez-vous cette gouttelette qui ruisselle ou peut-être pas? L'eau, c'est la vie.
Et le soleil revient. Le soleil aussi, c'est la vie. Vous êtes la vie. Votre plus belle fleur vous le rappelle. Laissons la lumière du soleil bercer cette belle scène, nous envahir. À l'inspire, on peut faire rentrer cette lumière en nous. Se laisser traverser à la fois par la lumière du soleil, par la beauté de la fleur, par son parfum, par la douceur de l'eau qui nous est tombée dessus tout à l'heure, par les bruits de nature qui nous entourent. Juste se laisser pénétrer par cette lumière, ces sensations, ces odeurs. Elles savent où aller en nous, les laisser circuler, ne pas chercher à les guider. Cette lumière qui nous traverse, cette énergie qui nous guérit, dépasse notre corps, nous relie au grand tout. À l'inspire, je peux à nouveau porter mon attention sur mon souffle. Ressentir la paix. À l'expire, je peux sourire. Sourire à ma fleur, sourire à ma terre intérieure, sourire à ma planète intérieure. J'inspire, je suis en paix. J'expire, je souris. À votre rythme, vous pouvez garder les yeux fermés, bouger peut-être un peu la tête, les épaules, les chevilles. Restez endormi pour celles et ceux que j'ai perdus. Ou revenir tout doucement avec moi. Voilà ce que j'avais envie de vous faire partager pour peut-être contacter votre planète intérieure, votre nature, qui est votre paix intérieure aussi. Et ça me fait penser à peut-être un sens qu'on peut donner à cette pandémie. Ah, merci Pauline.
Moment de balade du monde, génial, génial. Et cette terre intérieure, on y revient quand on veut. Elle nous appartient, elle est à nous. Et j'avais envie de vous dire que peut-être cette pandémie nous amène à une réflexion que la nature entretient les espèces qui contribuent à l'ensemble et a tendance plutôt à éliminer les espèces qui ne contribuent pas à l'ensemble. Et on a vu à travers l'évolution des espèces disparaître. Et donc, quelle évolution voulons-nous? Est-ce que, comme nos bactéries, qui sont les plus anciens êtres vivants sur Terre et qui sont toujours là avec une habileté remarquable de s'adapter, ben oui, quelques-unes peuvent être mortelles pour l'homme, mais l'immense majorité, plus de 100 000 milliards de bactéries sont abritées dans notre microbiote intestinal. On vit en symbiose avec elles, elles contribuent à leur environnement. Et elles sont toujours là après des milliards d'années, ce qui n'est pas le cas de l'homme, qui est beaucoup plus récent dans notre chaîne de vie. Et donc, on peut peut-être se poser la question de la contribution de l'homme à l'écosystème général et quelle contribution amenons-nous à cet écosystème? L'arbre puise des ressources dans le sol, il produit de l'oxygène, cet oxygène et consomme du CO2. Il produit des fibres qui permettent aussi de nourrir d'autres espèces, de nourrir des herbes. Les feuilles de l'arbre ne nourrissent pas que les besoins de l'arbre, elles nourrissent aussi les besoins d'autres espèces. Parce qu'il grandit et parce qu'il fait toujours plus de biomasse. Donc nous, comment on contribue à comment on cultive notre planète finalement? Et j'ai envie de retourner ça à l'intérieur de vous, parce que notre responsabilité, avant d'être collective et individuelle, est comment cultivez-vous votre planète intérieure au niveau émotionnel? Comment l'arrosez-vous? Comment la nourrissez-vous au niveau nutritionnel, au niveau des plaisirs, au niveau de la joie, au niveau du stress, au niveau de son environnement, au niveau de l'amour que l'on se donne? Bref, comment vous nourrissez votre planète intérieure, comment vous contribuez, et peut-être que toute espèce qui contribue à l'ensemble est amenée à évoluer et à continuer à vivre sur cette terre, et peut-être que toutes les espèces, je dis peut-être, mais en tout cas on a des exemples d'espèces qui ne participaient pas à la contribution d'ensemble et qui ont disparu. Donc c'est peut-être le bon moment pour se poser ce genre de questions. D'autres n'ont pas attendu ces crises pour se poser les questions, mais voilà, je vous le dépose, je vous le pose. Et je trouve que ça fait une belle transition après cette méditation et ce moment de contact avec notre terre intérieure. Notre environnement contribue à l'ensemble et pas seulement à sa survie. Donc comment nous, en tant qu'humains, nous contribuons à notre ensemble. Voilà, c'est peut-être une belle réflexion. Et je serais ravi de partager tout ça avec vous encore jeudi donc. Et faites-moi savoir si vous avez une préférence pour 11h, le créneau 11-12h ou un autre créneau. Ou plutôt on garde ce 18-19. Mais j'ai pas vu beaucoup plus d'amis québécois que la dernière fois. Donc coucou Fabienne, coucou Sandra. Et donc on verra, en tout cas, partagez si ça vous a plu. On est à plus de 20 000 vues du live numéro 1. On doit être à 17 ou 18 000 vues et je crois même qu'on atteint les 20 000 aussi de celui de dimanche. Donc continuez à partager, regardez, c'est un bel encouragement. En tout cas, moi j'ai plaisir à être avec vous dans ce moment. Sarah, 18-19, c'est bien. Ok, ben écoute, je note. Et en tout cas, je vous ferai savoir, je vous donne vraiment rendez-vous jeudi. Et je vous embrasse bien fort. Et n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, partager, liker. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. Bye, bye, bye.